Bonjour à tous. Donc, la dernière fois, on avait fait quelques protocoles dans le protocole ARP, IP, ICMP et ICMP. Donc, on a vu les détails, etc. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est les protocoles TCP, UDP et peut-être probablement DNS lors de la séance d'aujourd'hui. Donc, on va les voir plus ou moins en détail. Normalement, vous avez vu une bonne partie déjà auparavant, mais on va les revoir quand même. Donc, on sait que le protocole TCP va avoir, donc pour une connexion exclusive, donc pour une connexion TCP exclusive, il va y avoir finalement un établissement de session. Et cette session TCP ne va être qu'entre deux autres. Le numéro de séquence TCP va avoir un ordre chronologique et va... Mon micro. Il a quoi mon micro? Vous m'entendez pas? Comme ça? Si, on vous entend. Si, on vous entend. D'accord. Donc, même comme ça, je vous... il y a des parasites. Juste un peu, oui. Je peux pas faire grand-chose, hein. C'est mon micro qui est comme ça. Là, c'est bon. Ok, c'est mieux. D'accord, parfait. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc, le numéro de séquence TCP va permettre de garder un ordre chronologique, tandis que le numéro d'acquittement va permettre de dire à celui qui a envoyé un paquet TCP comme quoi il a bien reçu les données jusqu'à ce numéro d'acquittement. Et on avait vu, non, on n'a pas encore vu pour la moitié d'entre vous, donc les flags TCP qu'on va retrouver avec, on voit aussi leur représentation sous TCP dump. Donc, vous avez le flag SYN, qui va être marqué S, le flag ACK qui sera ACK, fin sera indiqué avec le F, reset, je crois que j'ai commencé un peu. Attendez. Reset avec le R, push avec le flag P et urgent utilisera le mot-clé URG. Et on a le point. Donc, le point va permettre de dire si la connexion ne possède ni le flag SYN, ni le flag fin, ni le flag reset ou push, alors le point sera mis en place après le port de destination. Donc, on va voir, on sait aussi que finalement, comment il va être affiché, vous avez ce qu'on appelle le numéro de séquence absolu, c'est réellement ce qu'on retrouve dans le paquet, et on a le numéro de séquence relatif. Donc, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'envoie un paquet SYN TCP, TCP dump va m'afficher en premier lieu les numéros de séquence absolus. Donc, on va les retrouver ici, ces deux chiffres, ce chiffre-là. Et même chose ici. Ici, c'est la réponse SYN ACK. Tandis que juste après, on va vous afficher les numéros de séquence, les numéros d'ACK relatifs au premier numéro qui a été mis ici, en fait. Donc, au lieu de dire c'est... alors, attendez, il faut que je vois. Au lieu de dire que c'est le 296 et tous ces zéros après et plus 1, eh ben on va mettre juste 1. Enfin, il va vous afficher que 1 directement. Et ainsi de suite. Donc, il continuera avec des numéros de séquence relatifs pour pouvoir faciliter la lecture à l'œil humain. Bien sûr, c'est plus facile de suivre avec des petits numéros que de suivre quand on a de gros numéros marqués.
Vous savez tous comme quoi l'établissement de connexion va se faire avec un SYN, ensuite un SYN ACK et ensuite un ACK. Et à ce moment-là, on pourra dire que la connexion est établie. Néanmoins, pour une terminaison de connexion normale, on va retrouver deux manières de terminer une connexion, une session TCP. Donc, on a une manière normale, la manière douce, où finalement, quand on est sur une connexion déjà établie, on va avoir, imaginons l'ordinateur A qui veut dire à l'ordinateur B, bah, moi j'ai fini d'envoyer tout ce que j'avais à envoyer plutôt. Et donc, je suis en train de te dire que pour moi, j'ai plus rien à dire. Donc, je lui dis, il va envoyer un fin avec un certain numéro de séquence X. Lorsque l'ordinateur B va recevoir ce fin, il va préparer un paquet ACK et l'envoyer, et il va se mettre en état close wait. Donc, le paquet ACK, c'est pour dire à l'ordinateur A, j'ai bien reçu ton paquet fin, j'acquitte de ton fin. Bien sûr, alors il faut savoir que juste après l'envoi du fin, l'ordinateur A va se mettre en fin wait 1, à cet état-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il ne reçoit pas la CK entre-temps, il va renvoyer le fin, puisqu'il va se dire que probablement le fin a été perdu, donc le paquet fin a été perdu. Et il va remettre le délai d'attente à 0, comme au départ. Donc, on va dire comme quoi aucun paquet n'a été perdu en chemin pour que ce soit plus simple. Donc, une fois qu'il a reçu la CK, il va se mettre à l'état fin wait 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'état fin wait 2 ? En fait, c'est tout simplement j'attends que l'ordinateur B finisse de dire ce qu'il a à dire. Vous savez, il y a des gens qui terminent une communication très rapidement, et il y a des gens qui ont encore plein de choses à dire devant la porte. Et bien, c'est un peu ça. Donc, pendant ce temps, quand l'ordinateur B est en close wait, il peut toujours continuer à envoyer des données à l'ordinateur A. Donc, jusqu'à ce qu'il finisse d'envoyer toutes les données qu'il avait à envoyer. Donc, quand il a fini d'envoyer toutes ces données, il va envoyer un fin et se mettre à l'état last ACK. Donc, il envoie un fin avec un numéro de séquence Y à l'ordinateur A. Dès que l'ordinateur A reçoit ce fin, il va envoyer un ACK et se mettre en état time wait. Donc, quand il envoie cet ACK, dès que l'ordinateur B reçoit l'ACK, il va dire « Ah, c'est bon, je peux complètement fermer la session ». Et à ce moment-là, si l'ordinateur A veut recommuniquer avec l'ordinateur B, il faudra refaire un établissement de session, SYN ACK, ACK. Et entre-temps, l'ordinateur A va attendre un certain temps, un temps delta T, pour s'assurer comme quoi l'ordinateur B ne va pas lui renvoyer un fin s'il ne reçoit pas l'ACK. Parce que si l'ACK n'est pas reçu, si l'ACK est perdu, l'ordinateur B va renvoyer un fin. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, il va rester en attente un certain delta T. Et puis, dès que ce delta T est terminé et qu'il n'a pas reçu de fin, il va pouvoir se mettre à l'état, il va pouvoir mettre cette connexion à l'état terminé, closed. Voilà. Et donc, toute nouvelle communication devra repasser par un SYN ACK ACK. Donc, si on regarde une terminaison normale, à quoi ça va ressembler?
ça va ressembler à ça. Donc, quand le client va envoyer un fin, donc par exemple, ici, on a tclient.net avec le numéro de port qui va envoyer à telnet.com sur le numéro de port 23 un paquet TCP fin, on voit bien le flag F, avec les numéros de séquence relatifs, le numéro d'ACK et bon, la taille de la fenêtre et d'autres éléments. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire le serveur telnet.com, enfin, ouais, puisqu'ici c'est un serveur. Le serveur telnet.com va renvoyer comme réponse ACK. Donc ACK 15, 14 plus 1, 15. Et donc il lui dit, c'est bon, j'ai bien reçu ton fin, mais moi j'ai encore probablement des choses à dire, probablement, mais on va voir que non en réalité. Et une fois qu'il a... Qu'est-ce qu'il va faire? Le serveur, par la suite, va fermer la communication en envoyant un fin lui aussi. Donc, on voit bien le flag F, les numéros de séquence. Alors, le numéro de séquence de début. Alors, ça, c'est ce qui est calculé quand on a les données. Donc, il n'y a pas de données, donc c'est le même, il n'y a pas de changement. Et comme on avait juste avant, dans le paquet précédent, qui avait été envoyé par tes clients ACK 186, ça veut bien dire comme quoi, en fait, entre cette fermeture et cette demande de fermeture et puis cette demande de fermeture, telnet.com n'a rien envoyé comme données. Donc, c'était bon. Il n'y avait plus rien à dire. Et puis, le client va lui dire, bah, c'est bon, ACK, j'ai reçu. Et il passe, et c'est terminé entre eux. Maintenant, on a la rupture abrupte. Donc, la terminaison abrupte, c'est au lieu d'envoyer un fin ACK, fin ACK, et ben, ce qui va se passer, c'est l'un des deux va envoyer un reset. Donc, par exemple, ce qu'on va retrouver, par exemple, ici. Donc, ici, on a le client qui va envoyer au serveur un paquet TCP avec le flag reset qui est à 1 et l'ACK qui est aussi, le numéro d'ACK qui est aussi à 1. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement comme quoi, en réalité, ça y est, je ne veux pas discuter avec toi, je ferme la porte, je claque la porte, en fait. Donc, il n'y a pas de discussion possible quand il y a un reset. Il faudrait redemander refaire une demande de connexion et c'est pas sûr quand vous l'acceptez. Ça peut aussi être un bah non, tout simplement. Si le port est fermé, par exemple, ça voudrait dire bah non, ça y est, c'est fini entre nous. Je ne parle à personne, grosso modo. En conclusion, finalement, dans le protocole TCP, qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on est en train d'analyser des paquets? On a certains éléments à vérifier. C'est est-ce que la connexion en 3 étapes a été complétée entre les deux autres? Est-ce qu'il y a bien eu un SYN, SYN ACK, ACK, etc. Oui, non. Si oui, ok. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y en a un qui a fait un reset ou bien, par exemple, le client a envoyé un SYN et le serveur a renvoyé un reset. Donc, pourquoi il a envoyé un reset tout de suite? Probablement le port était fermé. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir d'autres idées derrière. Est-ce que le client n'est pas en train d'essayer de trouver... Est-ce que le client n'est pas en train d'essayer de trouver les autres ports, les ports fermés du serveur ou les ports ouverts du serveur et voir finalement sa manière de faire. Et puis, est-ce qu'il y a eu des données de transmis? Ok, il y a eu le SYN, SYN ACK, ACK qui a été fait, c'est bon. Mais
est-ce que juste après ça, il y a eu des données de transmises ou alors, juste après, il y a eu une rupture de connexion. Il y a eu une fin de la communication. Et généralement, si un client communique avec un serveur, c'est pour demander quelque chose. Donc, il y aura, logiquement, il y a des données qui devraient être transmises en même temps. Et logiquement, il devrait y avoir une réponse. Forcément, il devrait y avoir des données de transmises, enfin, une transmission de données entre les deux hôtes. S'il n'y a pas eu de transmission de données juste après la connexion et qu'il y a eu une terminaison de la connexion, que cette terminaison se soit passée de manière abrupte ou que cette terminaison se soit passée de manière normale, pourquoi alors avoir effectué une connexion en 3 étapes? C'était quoi l'idée derrière? Ensuite, on a aussi finalement qui c'est qui a initié la communication et qui c'est qui a arrêté la communication. Ce sont des questions qui sont intéressantes, qu'il faut qu'on se pose lorsqu'on analyse une session TCP, lorsqu'on analyse des paquets et de voir des paquets TCP, de voir qui a commencé, comment ça a commencé, qui c'est qui a terminé, comment ça s'est terminé, est-ce qu'il y a eu des données transmises entre les deux, est-ce qu'il n'y en a pas eu, et ainsi de suite. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc, pour rappel, on va revoir finalement les différents scans TCP. Ici, on a une idée d'un scan ACK. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors, bien sûr, ici, ce que vous voyez, c'est un ensemble de paquets qui sont déjà, comment dire, qui sont déjà filtrés pour ne montrer que le scan ACK en lui-même. Néanmoins, dans la réalité, vous n'allez pas forcément trouver ça comme ça. Vous allez trouver d'autres paquets entre différents paquets. En fait, ces paquets seront cachés par un ensemble d'autres paquets en parallèle, grosso modo. Donc, ce qu'on va retrouver finalement, c'est que c'est le même hôte qui utilise le port 23, qui va envoyer à différents hôtes, si vous regardez, 2.112, 31.4, 2.112, 31.4. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a le 2.112, le 31.4, le 14.19, le 33.53 et le 37.3 et le 14.49 qui sont finalement parmi les adresses IP des destinations. Par contre, les numéros de port, on a le 23, le 143, le 110. Et ce qu'on remarque d'autre, c'est qu'on va retrouver des paquets ACK, mais où il y a, pour ces différentes communications, il n'y a pas finalement de signe auparavant. Donc, comment ça se fait que vous allez retrouver des paquets ACK sans signe? Ça n'a pas de sens. Donc, l'une des choses, si on a un paquet ACK, on devrait avoir un paquet signe précédemment. Il devrait y avoir une communication qui s'est établie par exemple, entre ack.com sur le port 23 et avec le 192.168.2.112 sur le port 23. Normalement, dans une communication normale, vous allez avoir un signe ACK et ACK. Ici, il n'y a pas eu l'établissement de connexion. Le premier paquet qui est arrivé chez cette destination, c'est un paquet ACK. Et donc, on peut dire finalement que là, on est face à un scan ACK. Madame, mais comment vous avez su que c'était des paquets ACK sans signe avant? Est-ce qu'il y a un indicateur? Ah oui, non, ça c'est parce que moi, je vous ai donné l'exemple je vous dis, s'il n'y a pas eu de signe avant, voilà.
Non, ça, c'est un exemple d'un scan ACK et je vous donne l'information qu'il n'y avait pas eu de SIN avant. D'accord. Pour information. C'est pas... Donc, mais effectivement, s'il y avait eu un signe par exemple, entre ces deux-là, s'il y a eu établissement de connexion entre ces deux-là et que cet ACK est quelque part, est à quelque part dans la session entre les deux, la session TCP entre les deux, bah, c'est un paquet ACK normal. Hein. Il n'y avait pas de problème. Mais là, il n'y avait pas eu d'établissement de connexion. Il y a aussi d'autres éléments qui permettent de voir. Vous regardez, bon, ça, ce n'est pas obligatoire, mais dans ce cas particulier, vous pouvez voir comme quoi le numéro d'ACK qui est envoyé est toujours le même, ou presque. Chose qui n'est pas normale. Généralement, quand un hôte envoie un paquet avec un numéro d'ACK, le numéro d'ACK va différer. Ça n'a pas de sens d'envoyer. C'est le même numéro. Exactement. Mais ce n'est pas. Ça, c'est un détail. C'est un détail dans cet exemple. Dans cet exemple, il est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il sera vrai dans tous les scans ACK, en fait. Et puis, on a aussi autre chose qui sort de l'ordinaire, c'est que le numéro de port source et le numéro de port de destination sont les mêmes. Ça aussi, ça sort de l'ordinaire. Généralement, le numéro de port source, enfin, le numéro de port source est peut-être pris de manière random. Par contre, le numéro des ports de destination, si on parle du port sur le serveur, généralement, il ne sera pas random. Il va dépendre du type de protocole avec lequel on va vouloir communiquer au niveau applicatif, par exemple. Si on parle du 23, c'est Telnet. Donc, ces éléments aussi, quand on voit ça, c'est des éléments qui devraient attirer l'œil. Donc, les numéros de port source et destination qui sont les mêmes, ce n'est pas normal. Le numéro d'ACK qui va être le même à chaque fois, ce n'est pas normal aussi. Et j'en passe. Mais c'est dans cet exemple particulier. Le scan ACK en lui-même ne va pas forcément avoir ces éléments particuliers. Par contre, l'élément bien distinct qui sera dans tous les scans ACK, c'est qu'on va retrouver finalement des paquets ACK alors qu'il n'y a pas de session TCP ouverte entre ces deux hôtes avec ces deux numéros de port particuliers. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Je vous en prie. Quant au scan Telnet, alors, un autre... Non, un SYN-SCAN, pardon. Il y a une erreur ici. Je vais corriger ça rapidement. C'est un SYN-SCAN. Voilà. Pour le SYN-SCAN, ça dépend du type de SYN-SCAN. Si vous vous rappelez, l'an dernier, quand vous aviez vu le SYN-SCAN dans le module d'introduction à la sécurité, on vous avait dit qu'il y a deux types de SYN-SCAN, un SYN-SCAN furtif, un SYN-SCAN avec connecté. Si on prend un Nmap, il y a une différence. L'un, il va envoyer le SYN et s'il reçoit un SYN ACK, il s'arrête là, il ne répond pas. L'autre, quand il va recevoir le SYN ACK, il va renvoyer un RST ACK. Donc, ça dépend de la version du SYN-SCAN. Ici, on est dans une version de SYN-SCAN où on va avoir le même hôte source qui va envoyer à différents hôtes de destination sur à chaque fois le même port, le port 23, des paquets SYN. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de tester le port 23 sur toutes les machines qu'il y a, par exemple, dans un réseau particulier. Et ce qu'on peut remarquer,
c'est parce que c'est sur le port 23, c'est toujours le même port. Mais ça peut aussi être, mais sur des machines différentes du même réseau. Ça peut aussi être quelque chose d'un peu différent. On peut retrouver un SYN-scan. Si vous faites un SYN-scan sur une seule machine, mais que vous scannez un certain nombre de ports de la même machine, au lieu de retrouver plusieurs adresses IP avec le même numéro de port, vous allez retrouver la même adresse IP avec différents numéros de port, mais toujours le SYN. Et donc, mais l'idée reste la même, c'est qu'il y a eu finalement que l'envoi d'un SYN de la part de cet hôte, et qu'il y ait eu réponse ou il n'y ait pas eu de réponse, ici il n'y a pas de réponse, pas d'aucune des machines scannées. En fait, s'il y avait eu une réponse, soit il n'aurait pas répondu, il aurait abandonné de son côté, il aurait laissé la machine scannée à attendre jusqu'à ce que le timer se termine et qu'il coupe la connexion tout seul. Soit il aurait eu une réponse et il va répondre par un RST ACK et dire et puis passer et puis voilà. Donc ça reste un SYN-scan. Il n'y a pas eu de données qui a été envoyée. Pour rappel, juste avant, je vous avais dit qu'est-ce qu'on va prendre comme quelles sont les questions majeures qu'on va se poser. Est-ce que la connexion en 3 étapes a été complétée dans le SYN-scan? Non. Est-ce qu'il y a eu des données transmises? Non. Et dans la CK scan aussi, on va pouvoir se poser les mêmes questions. Est-ce qu'il y a eu la connexion en 3 étapes? Non. Donc, voilà, tout ça fait partie de notre questionnement quand on va analyser les paquets qui arrivent. Et j'en passe. Bon, vous devez vous devriez revoir les différents types de scans avec quels sont les flags qu'on va retrouver. Pour rappel, par exemple, vous avez le null scan où vous n'avez aucun flag, tous les flags sont à 0. Vous avez le Christmas scan où vous allez avoir le flag SYN, le flag push, le flag urgent et je crois qu'ils sont tous les 3 à 1 et ainsi de suite. Donc, il faudra aussi revoir ces informations-là et les connaître. Vous les avez vues l'an dernier, c'est important de les revoir. Ensuite, la confirmation d'une session elle va se faire en vérifiant les éléments suivants. Le numéro d'adresse IP, les adresses IP des deux côtés, les numéros de port. Une session TCP, c'est entre une adresse IP, un numéro de port, avec une adresse IP, l'autre numéro de port, qui sera toujours les mêmes. Donc, si on a l'adresse IP 1, numéro de port A, il va communiquer avec l'adresse IP 2, numéro de port B. Ce sera une seule session. S'il y a un changement sur le numéro de port d'un des deux, c'est une session différente. On a aussi les numéros de séquence et les numéros d'ACK qui doivent être séquentiels, en fait. Ils doivent avoir une séquentialité par rapport aux données qui ont été envoyées et reçues. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va voir. Alors, le protocole UDP est très rapide à voir. Finalement, c'est aussi un protocole de la couche transport comme TCP. Il va avoir pour objectif une livraison rapide des données, donc il n'y a aucune formalité de début ou de terminaison de connexion. Il n'y a rien, il n'y a pas de « je veux me connecter avec toi ». En fait, c'est comme si je partais à une adresse. Si je trouve la porte ouverte, je rentre. Si je trouve la porte fermée, c'est pas possible. C'est tout. Il n'y a pas de je frappe à la porte, je demande et on me répond, etc. Non, c'est voilà. Et l'entête va faire 8 octets. On va voir plus en détail l'entête TCP en TP, hein, donc juste pour information. Mais voilà. Donc l'entête fait 8 octets. Vous avez le numéro de port source qui est sur 2 octets, qui va donc du numéro de port numéro 0 jusqu'au 65 535.
le numéro de port de destination qui est aussi sur 2 octets. Il y a aussi la longueur du paquet, donc la longueur du datagramme UDP en tête plus données, et le checksum sur le paquet en entier, en tête et données. Alors, si pour rappel, quand on fait un scan de port UDP, on a 2 possibilités. Soit on a un port ouvert ou filtré, et donc quand on envoie un datagramme UDP vers un port, on ne va pas avoir de réponse quand le port est ouvert ou filtré. Et pour un port fermé qui n'est pas filtré, lorsqu'il y a l'envoi d'un datagramme UDP, eh ben, on va avoir une réponse ICMP type 3, en fait, port unreachable. Donc, pour dire que le port n'est pas accessible. Pour pouvoir faire la détection d'un scan de port UDP, généralement, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs possibilités. Déjà, ce qu'on va faire pour faire de la mitigation de scan de port UDP, c'est bloquer l'envoi de réponse d'erreur ICMP sortant. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de message d'erreur ICMP qui sort, forcément, ça ne permettra pas à l'attaquant de savoir si les ports sont ouverts ou s'ils sont fermés. Et donc, ça va l'empêcher de savoir, de récupérer les informations de reconnaissance nécessaires pour la suite. Puisque rien ne va sortir de cette machine lorsque il y aura le scan de port UDP. On a aussi la possibilité faire une détection en se basant sur des heuristiques, donc le nombre de paquets UDP envoyés qui n'ont pas eu de réponse, enfin, le nombre de paquets UDP qui ont été envoyés par rapport aux différents ports UDP. Donc, si c'est quelqu'un qui a envoyé si c'est un hôte qui a envoyé sur plusieurs ports UDP des paquets UDP en un temps limité, forcément, quelque part, il y a probablement un scan de port quelque part. Donc, généralement, il y a l'utilisation d'heuristiques qui peuvent être mises en place dans ces cas-là. On passe au protocole DNS. Donc, vous savez tous que le protocole DNS, c'est pour dire Domain Name System. C'est un service qui permet de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont associés. Donc, soit on va pouvoir avoir une adresse IP ou des adresses IP, on va pouvoir avoir les adresses du serveur de messagerie, on va pouvoir avoir aussi des enregistrements TXT, etc., etc. On va voir les différents enregistrements par la suite. La résolution d'un nom de domaine va permettre de retrouver l'adresse IP qui lui est associée. Quand je suis sur Internet, je suis sur mon navigateur et que je veux accéder à un site web, moi, je vais taper dans le champ URL un nom de domaine, une URL. Sauf que cette URL, les ordinateurs, ils ne vont pas travailler avec les URL pour pouvoir envoyer la requête. Ils ont besoin d'une adresse IP. Et c'est grâce au serveur DNS qu'on va avoir cette adresse IP. Donc, la première chose qui va être faite, c'est votre navigateur va d'abord envoyer une requête à un serveur DNS en disant « Je veux connaître l'adresse IP de ce nom de domaine ». Et ensuite,
le serveur DNS va répondre avec une adresse IP. On va voir ça un peu plus en détail juste après. En fait, le DNS reste un système hiérarchique. Et le sommet de ce système est appelé racine. DNS racine. On a généralement pour le fonctionnement du DNS, on peut avoir deux types de fonctionnement, soit un fonctionnement récursif ou un fonctionnement non récursif. Dans le cas d'un fonctionnement récursif, qu'est-ce qui va se passer? Mon client ou l'hôte qui a le navigateur qui demande l'adresse IP d'un nom de domaine, par exemple, il va envoyer vers le serveur DNS local sa requête. Et puis, ce serveur DNS local, il va voir dans son cache, ou d'abord, il va voir est-ce que il a autorité sur le nom de domaine, donc il a déjà l'information chez lui, ou il a l'information dans son cache si quelqu'un d'autre avait déjà envoyé la requête juste avant. Et si l'information n'est pas dans le serveur DNS local, c'est lui qui va faire la requête à un serveur DNS externe. Et le serveur DNS externe, quand il va retrouver l'information, il va lui envoyer la réponse. Et puis, c'est à ce moment-là que le serveur DNS local va envoyer la réponse à l'hôte qui a demandé l'adresse IP. Bon, ça, c'est une manière de fonctionner. Ce qu'on peut voir ici, finalement, dans le cas d'un serveur DNS récursif, donc comme celui-ci, qu'est-ce qui va se passer? Et qui cherche le nom de domaine. Alors, je suis cet ordinateur et je cherche l'adresse IP pour l'URL suivante, fr.wikipedia.org. Donc, je vais dire à mon serveur DNS récursif, voilà, en fait, c'est quoi l'adresse IP IPv4 pour ce domaine, ce sous-domaine, fr.wikipedia.org. Il l'envoie au serveur de DNS récursif. Celui-là, soit il l'a déjà dans son cache, tant mieux, il va lui répondre directement. Soit il ne l'a pas dans son cache, on va dire que c'est la première fois qu'il reçoit cette requête. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer une première requête au serveur DNS racine pour tout ce qui est point. Donc, le serveur DNS racine, il va lui dire moi, je ne connais pas fr.wikipedia.org. Par contre, je connais le serveur DNS du .org. Quand il reçoit cette information, il va renvoyer une requête, mais cette fois-ci au serveur DNS.org. Lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, je ne connais pas fr.wikipedia.org, mais je connais le serveur DNS de wikipedia.org. Et il l'envoie